Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez, c'est chaque dimanche à partir de 11h sur les antennes de la RTB. Elle permet de décrypter, d'analyser, de commenter les grands points qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Alors pour ce dimanche, nous allons nous intéresser spécialement à 5 sujets. Nous espérons que le temps nous permettra donc de discuter de tous ces points. Il s'agit notamment du verdict des militaires accusés de complot militaire, de détention illégale d'armes et de munitions, de la rencontre entre les militaires radiés en 2011 et le Haut Conseil pour la réconciliation nationale et l'unité nationale, et du départ des contingents militaires pour le Darfour et le nord du Burkina Faso. Deuxième sujet, l'accident de la circulation qui a fait 10 morts et 36 blessés et les mesures prises par le gouvernement pour limiter la vitesse sur les axes routiers. On parlera également de la conférence de presse du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, la SUNCHA, et de la gestion de la crise électorale, post-électorale en Gambie, et enfin de l'investiture de Donald Trump si le temps nous permet. Alors pour discuter de ces différents points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Boukari Oba du bimensuel Mutation, de Samuel Somda du journal en ligne Le Faso.net, de Arnaud Mohamed Ouedraogo de l'Observateur Palga et de Osé Lassane Savadoro de Ouedraogo de Sidoya. Voilà. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le tribunal militaire a rendu son verdict dans le procès des militaires de l'ex-RSP accusés de complot militaire et de détention illégale d'armes et de munitions. Sur les 29 accusés, 20 ont été déclarés coupables. 3, dont le caporal Madi Ouedraogo, ont été condamnés à 15 ans de prison ferme. 15 autres ont écopé d'une peine de 10 ans de prison. Alors, vous avez suivi ce procès, le dénouement aussi. Alors, est-ce que vous avez été surpris par le verdict qui a été rendu par le tribunal militaire? Woba. Merci. On ne peut pas être, je ne sais pas, surpris par rapport à quoi, soit par rapport à la peine, qu'elle soit élevée ou pas, ou peut-être le temps que le procès aurait mis. Certains pensent que le procès a duré, certains pensent que le procès n'a pas du tout duré. Par rapport à la plaidoirie également des avocats qui demandaient l'acquittement. D'accord. Je pense que dans un premier temps, il faut déjà se réjouir qu'on ait pu tenir un procès. Ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau du tribunal militaire. Avec tous ces dossiers qui s'entassaient à ce niveau, on promettait des procès qui ne venaient pas. Donc, certains procès devaient avoir lieu depuis 2016 quand même. C'est vrai que ce procès particulièrement s'est ouvert un peu à la fin de l'année, même si cela avait été ajourné pour un certain nombre de raisons, et puis repris donc en début d'année 2017. Donc, le procès a eu lieu. Il fallait s'attendre naturellement à un verdict. Et comme vous le dites, il y a 9 personnes qui ont été acquittées sur les 29 et 20 autres ont écopé donc des peines. La peine la plus lourde, c'est les 15 ans pour les 3 principaux accusés, un sergent, un caporal et puis le marabout. De mon point de vue, je ne voudrais pas trop me prononcer sur le verdict qui a été rendu, mais beaucoup plus sur ce qui était recherché. Est-ce qu'en tenant un procès, on recherche à prononcer juste un verdict, juste à donner des peines, ou bien à faire jaillir la vérité? Pour moi, le verdict, c'est la vérité, et de la vérité, on rend la justice. Mais pour avoir suivi ce procès, je me pose encore la question, après que le verdict même ait été rendu, est-ce que nous avons eu la vérité, toute la vérité dans ce procès-là? Et moi, je suis très dubitatif là-dessus, et je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre par rapport à ce procès. Il y a d'autres brèches qui ont été ouvertes. Le principal accusé, Madi Ouedraogo, a fait cas d'un complot militaire qui était ourdi par
le lieutenant-colonel ou général maintenant de division Yacouba Isaac Zida, qui avait voulu l'utiliser, lui et 14 autres personnes. Donc il y aurait eu une réunion entre Zida et 15 militaires pour perpétrer donc, un coup d'État qui allait passer par l'assassinat d'un certain nombre de personnalités, et que lui, il n'aurait pas marché dans ce coup-là, et qu'il aurait même contribué à déjouer cet assassinat. Et puis finalement, celui qui se retrouve aujourd'hui accusé devant le tribunal pour un complot militaire. Et il faut rappeler aussi que au départ, ils étaient poursuivis pour une histoire d'association de malfaiteurs. Je pense que les débats avec les avocats de la défense ont amené le dossier à évoluer vers cette nouvelle qualification de complot militaire. Et il faut dire aussi que c'est cette nouvelle qualification qui a alourdi d'une certaine manière les peines. Bon, moi, véritablement, sur les peines, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je suis un peu déçu, je suis un peu resté sur ma soif par rapport à la vérité qui devait jaillir de ce procès-là. Et je pense qu'on espérait avoir un peu plus de lumière dans cette affaire. Alors, Somda, c'est votre avis également? Vous êtes un peu dessus? On n'est pas allé au fond? Un peu dessus. Il me semble que certains commentaires ne soient pas autorisés sur les décisions, enfin sur certaines décisions de justice. Oui. Mais si je puis me le permettre, c'est juste d'observer une chose, c'est que j'avoue personnellement que je me rends compte une fois de plus que les chemins du droit ne sont pas les chemins de nous autres qui ne sont pas dans le milieu judiciaire, dans le cirage judiciaire. Pour la simple raison que, et c'est là où je rejoins un peu certains avocats qui avaient leur ligne de défense, qui ont estimé que le procès apparemment a été un peu bâclé. Moi, je vais sur deux points essentiellement qui ont été évoqués et qui me font à croire que véritablement ce procès, c'est vrai, il allait dans le sens de la recherche de la vérité, mais est-ce que la vérité a été dite à ce procès-là? J'en doute fort. Les deux points essentiellement, c'est quoi qui a été évoqué, enfin qui a été évoqué? C'est la question de la hiérarchie militaire qui a été mise au courant du supposé complot, laquelle hiérarchie n'a pas été malheureusement entendue au cours de ce procès. Chose que les avocats ont demandé. Le deuxième point et le plus important, c'est l'enregistrement sonore dont il est question. C'était fondamentalement la pièce maîtresse du dossier, mais une pièce maîtresse que les avocats non plus n'ont pas pu écouter. Juste notre retranscription. Pourquoi ne pas mettre à la disposition des avocats cette pièce maîtresse-là pour qu'ils puissent d'eux-mêmes se rendre compte de la véracité des écritures? À part ces deux pièces, moi je pense que tout le reste n'est que supputation. Tout le reste n'est que supputation. Et je crois que la démarche est bonne, elle est louable, comme l'autre l'a dit, Ouba l'a dit, d'aller dans le sens de la recherche de la vérité. Mais est-ce que la vérité a été dite? Je ne pense pas véritablement, en attendant d'en savoir davantage au niveau de la cassation. Alors, oui, Arnaud? Oui, je pense que les deux opinions qui ont été développées déjà précédemment, c'est quand même une vue d'ensemble de l'issue de ce procès. Pas l'intention pour moi de commenter le verdict parce que ce n'est pas permis, mais quand même par rapport au déroulement du procès, comme Somda et Ouba l'ont rappelé, on se rend compte qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est une volonté manifeste, mais quelque part en tout cas, des choses n'ont pas été faites et qui devraient l'être. Par exemple, il parle de l'enregistrement sonore, dont c'est simplement une retranscription qui a été présentée et dans laquelle les principaux accusés ne reconnaissaient pas ce qu'ils avaient dit lors de leurs auditions. Et il y a aussi le fait que des gens ont été cités et normalement devraient être entendus au moins en tant que témoins, pour ne serait-ce que confondre les différents dits. Ça n'a pas été le cas. Et ça laisse perplexe, ça laisse songeur. On se demande quel était l'objectif de ce procès. Mais toujours est-il que, comme Ouba et Somna l'ont dit également, il faut saluer déjà la tenue de ce procès. Il y en a d'autres qui, normalement, doivent venir. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que, en traitant le dossier de cette façon, est-ce que ce n'est pas en prévision de l'avenir? Parce que si aujourd'hui, des gens sont cités, on les fait venir pour les entendre, et qu'il y a d'autres procès militaires qui arrivent, eh bien, il va falloir encore faire la même chose. Est-ce que les gens n'ont pas anticipé quelque chose? Moi, c'est des questions que je me pose, mais toujours est-il que je trouve que ce procès, pas le verdict, mais le procès aurait pu se dérouler mieux. Oui, mais selon les juges, ce n'était pas tout à fait le même procès, parce que ce pourquoi on a cité, par exemple, l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, ça ne rentrait pas forcément dans le cadre du procès qui était en cours. Mais
Vous savez que lors d'un procès, vous pouvez arriver en tant que témoin et repartir en tant qu'accusé. De la même chose, on peut entendre un accusé dans son développement, de son développement va naître une autre affaire. Et ça n'exclut pas qu'on se penche dessus. Et je pense que, bon, on ne va pas polémiquer dessus, c'est des faits qui sont là têtus, on en reste là, quoi. D'accord. Alors, Lassane, comment vous avez vu le déroulement de ce procès jusqu'au verdict qui a été prononcé dernièrement? Oui, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il faut déjà saluer le fait que ce procès s'est tenu, parce qu'à une époque donnée, on n'aurait pas dû penser à ça. Il faut déjà saluer le procès. Mais d'une manière générale, j'estime que pour avoir suivi de bout en bout le procès s'est tenu, mais le procès n'a pas vraiment divulgué toutes ces vérités. Parce que j'estime que, au regard d'un certain nombre de personnes qui ont été citées, peut-être dans ce dossier, on aurait dû les écouter, qu'ils puissent comparaître, même en tant que témoin, pour qu'on puisse connaître la vérité. Parce que l'objectif du procès, c'est la vérité. Le peuple burkinabé veut connaître la vérité. Et c'est ce qu'on a passé tout le temps à dire. Si, par exemple, on cite un certain nombre, une personne comme Ido Claude, qui a participé à plusieurs réunions, qui a même appelé des éléments de l'ex-RSP pour leur dire qu'il y a eu réunion. Et il se trouve que ce militaire, Ido Claude, se trouve en mission au Mali. Moi, je trouve même que c'est l'enquête préliminaire qui devait même faire ce travail-là. Puisque le nom de Ido Claude a été cité et ressorti lors des PV de la police judiciaire. Et je trouve qu'on aurait dû faire appel à Ido, qui est au Mali, pour le confronter à un certain nombre d'accusés. Au-delà de ça, j'estime que je comprends maintenant pourquoi peut-être la hiérarchie militaire serait hostile à la suppression du tribunal militaire, parce que ils sont des militaires entre eux. Il y a peut-être certaines vérités que nous, les citoyens lambda, ne peuvent pas peut-être connaître. Peut-être si on vous dit qu'on ne peut pas amener un général pour confronter un caporal, puisque Madi, c'est un caporal, et qui charge le général Zida, et qui même cite le CMGA, l'ancien CMGA, Pengnoma Zagré, comme il était au courant du coup du général Zida. Et peut-être les avocats ont voulu que vraiment Pengnoma Zagré puisse comparaître en tant que témoin pour pouvoir confronter un caporal. Bon, peut-être que la logique de l'armée ne voudrait pas qu'on puisse amener un général pour confronter un caporal. C'est tout un ensemble d'informations, peut-être de supputations qui puissent nous dire que bon, vraiment, ce procès-là, il n'a pas divulgué toutes ces vérités. Toutes ces vérités. Alors, comme oui, on va progresser. Hein? Okay. Sauf si Oba veut réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Sur ce dossier, sous réserve peut-être des avis des techniciens du droit, je pense qu'étant donné que nous avons d'autres procès à venir, il y a l'affaire Nazino, il y a l'affaire de Yimdi et il y a le putsch lui-même, je pense qu'il faut travailler à ce que ces procès-là soient plus médiatisés, voire même retransmis en direct. Parce qu'on a besoin que l'opinion soit au courant de ce qui se dit dans cette cuvette donc, du tribunal militaire et qui ne peut pas accueillir tous les Burkinabés. C'est un procès d'importance et d'envergure nationale et de mon point de vue, ça ne peut pas se passer seulement entre quatre murs. Et si on dit le procès il est public, prenons toutes les mesures pour qu'il y ait suffisamment de publicité sur le procès. Je suis dessus parce qu'en suivant ce procès, ça me rappelle un autre procès, le procès Giro. C'est la même chose. Vous suivez, vous vous rendez compte que depuis l'instruction, c'est comme s'il y avait déjà une voie qui était toute tracée. C'est comme s'il y avait déjà un verdict qui avait été rédigé et gardé. On a écouté les gens et à la fin, on a sorti le verdict qu'on avait déjà préparé. Et ça, c'est bien dommage. En fait, juste une petite précision, c'est de dire qu'il revient aussi. C'est vrai que ça, c'est une affaire d'homme de droit, même si le public est appelé à assister, s'il le veut. Mais il est du devoir aussi de ceux-là qui ne sont pas du domaine du droit, société civile notamment, et techniciens du droit, de veiller au grain. Parce qu'il faut éviter le piège de la jurisprudence. Nous sommes dans une logique où plusieurs autres procès sont à venir. Il ne faudrait pas être complaisant sur une certaine procédure pour que ce soit répercuté sur les autres procédures à venir. C'est ça le plus important à mon avis. Il faut qu'on garde la veille citoyenne pour que la jurisprudence ne piège pas les procédures à venir. D'accord. Alors, un autre dossier militaire en cours d'examen, c'est le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a reçu les militaires à radier suite aux mutineries
de 2011. Beaucoup de ces soldats disent être victimes d'injustice. L'objectif de la rencontre était de les entendre, d'entendre leur version des faits. Et on entendrait également la version des faits donc, de la hiérarchie. Alors, comment vous voyez cette démarche du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale? Oui, Arnaud. Je pense que c'est une très bonne démarche d'entendre les mis en cause qui d'ailleurs ont été radiés depuis 2011, qui portent leur croix. Et quand on écoute ces gens, parmi eux, il y a des gens qui sont victimes d'injustice. Donc, le bon sens voudrait que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits, même si on ne peut pas dire autant pour tous. Donc, j'essaie de me mettre à la place des membres du Haut Conseil de réconciliation. Ça doit être ça c'est aussi leur rôle. Réconcilier les Burkinabés, ça passe aussi par, ça passe aussi par le fait de faire justice à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est important de procéder ainsi, même si je trouve que ça vient un peu sur le tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, parce que l'affaire date de 2011. Ces gens, on ne sait pas comment ils vivent. Et pour revenir, pour faire une liaison avec le procès dont on parlait tout à l'heure, ces gens ont été condamnés à 15 ans de prison et autres. Mais le dossier des mutineries de 2011 qui a conduit à la radiation de ces militaires qui ont été reçus cette semaine-là, je pense que les gens ont été condamnés avec sursis. Il n'y a pas eu, alors qu'il y a eu pire. Il y a eu par exemple des militaires qui ont violé, qui ont volé, qui s'en sont pris à des biens privés et publics. Mais parmi eux, il y avait des gens qui n'avaient pas grand-chose à se reprocher et qui se sont retrouvés dedans. Donc je pense que la démarche du Haut Conseil, il est à saluer. On espère que la vérité aussi jaillira de cela. Il ne faut pas qu'on soit encore dans le mouta-mouta comme voilà, on l'a vu le procès des ex-respect. Oui, Osé. Bon, je pense que cette rencontre rentre dans le cadre des activités du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Oui. Et c'est comme on a l'habitude de dire, le peuple veut connaître ce qui s'est passé en 2011 pour que ces gens se retrouvent dans la rue. Il y a eu réellement des gens qui ont été fautifs. Mais est-ce qu'eux tous ils ont été fautifs? Et ce sont des gens qui crient à l'injustice. D'autres estiment qu'ils ont été peut-être victimes d'injustice parce que peut-être leur chef, voilà, ils avaient des problèmes avec leur chef qui ont voulu passer par cette mutinerie pour régler leurs comptes. Mais si réellement le Ashkroun écoute ces personnes, analyse les faits, puisque chacun va passer devant le Ashkroun, raconter ce qui s'est passé, et s'il y a lieu qu'on puisse écouter la hiérarchie militaire pour vraiment confronter les faits et puis savoir qui a fait quoi, qui a été injustement radié, qui est coupable, pour que ceux qui ont été injustement radiés puissent vraiment retrouver l'armée s'il y a lieu. Oui, voilà. Oui, je voudrais juste mettre en parallèle deux situations que nous avons connues au sein de l'armée. C'est vrai que nous parlons actuellement du procès, le procès en cours avec notamment Madi Ouedraogo et ses compagnons. Il y a eu ce procès. Il y a eu, bien avant, c'est ce que certains rappelaient tout de suite, en 2011, la mutinerie. Je n'ai pas dit que les 566 qui ont été radiés, moi je trouve que c'est les plus chanceux. Parce que n'oubliez pas une chose aussi, c'est que au cours de cette même mutinerie à Bobo-Dioulasso, un certain vendredi noir, il y a eu un carnage au camp de la misère. Et quand les choses, comment on appelle, le camp de Bobo-Dioulasso. Le camp Ouézé Koulibaly. Il y a eu un véritable carnage là-bas. Il y a eu plusieurs morts suite à ces mutineries-là. Donc ceux-là qui ont été radiés, c'est beaucoup plus des gens, enfin, ils sont beaucoup plus chanceux que les autres, même si leur sort est à plaindre. Dans la forme, je trouve qu'il y a eu peut-être disproportion dans la sanction. Je parlais de mise en parallèle. La troisième situation qui s'est offerte à nous, c'était en septembre 2015, le coup d'État. Le RSP a tiré à bout portant sur la population, a tué. Aucune sanction dans ce cas. C'est juste des réaffectations. Il y a une question de procédure, il y a une certaine justice, une certaine équité qu'il faut prendre en compte dans... Mais ce procès est en cours actuellement. C'est vrai qu'on n'est pas allé directement à des radiations, mais il y a un procès sur le coup d'État. Parlant de la même démarche, c'est ce qu'on dit. Si la procédure n'a pas été suivie normalement, comme les militaires le disent, il y a eu véritablement entorse plutôt à la procédure. Il n'y a pas eu de conseil de discipline, c'est juste sur la base de certaines déclarations que beaucoup ont été radiées. On ne dit pas, Ils disent également qu'il n'y a pas eu d'enquête préliminaire. Il n'y a pas eu d'enquête préliminaire.
tout cela mis ensemble, je ne dis pas qu'ils sont pas fautifs, mais au moins qu'on suive la procédure. Si la procédure aboutit à la culpabilité de ces militaires-là, qu'ils soient purement remerciés, tout simplement. Mais je suis convaincu, en tout cas, que tous ne sont pas fautifs dans cette affaire. Ok, Wouba, est-ce que vous partagez l'avis de Samuel sur la mise en parallèle? Je pense que très peu de gens pourraient, en tout cas, ne pas comprendre ces militaires-là. Moi, personnellement, je les comprends. Parce que ce qu'ils demandent tout simplement, c'est la justice. Or, là, il y a eu sanction sans qu'il y ait eu justice. La sanction, elle a été arbitraire. Tous ces militaires, tous ces policiers qui ont été radiés, ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas, à la limite, été entendus, à plus forte raison, comparés devant un tribunal. Or, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un dans une république normale, sans l'avoir entendu, sans que ce soit un juge qui ait prononcé, à la limite, la sanction. C'est des sanctions administratives, mais la sanction administrative peut-être peut avoir ses limites. On ne peut pas sanctionner quelqu'un administrativement jusqu'à un certain degré. Et or, là, c'est une sanction, j'allais dire, maximaliste, le fait de radier un fonctionnaire. Et nous le disons parce qu'à l'intérieur, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont fautifs, qui sont coupables, mais qui sont sanctionnés comme des gens qui n'avaient rien du tout à voir avec cette affaire-là. En ce moment, on crée plus d'injustice qu'on ne rend justice. Et là, ça pose véritablement problème. Et ça fait déjà combien d'années? C'est depuis 2011. 2011 à aujourd'hui, c'est encore davantage plus difficile de reconstituer les faits. Alors qu'à l'époque, il aurait fallu tout simplement avoir la patience d'écouter ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce que les autorités ont fait? Je crois comprendre qu'on avait demandé à chaque chef militaire de transmettre la liste de ces rebelles. Et puis chacun, à la limite, s'est enfermé dans son bureau, a passé quelques coups de fil et a dressé une liste. Parce que le chef aussi qui n'envoyait pas de nom, à la limite, on va se demander est-ce que vous n'étiez même pas complice de ces éléments-là. Donc chacun, quelque part, s'est vu obligé aussi de donner quelques noms. Et c'est comme ça que la sanction est en 2011, on n'exigeait pas quand même une certaine réaction de la hiérarchie militaire après tout ce qui s'est passé, parce que les faits aussi étaient un peu graves. Des militaires sont sortis, ont tiré en l'air, ont violé, ont pillé. Est-ce qu'il ne fallait pas faire quelque chose sur le champ pour peut-être éviter que ce genre de situation ne se reproduise? Vous savez, à considérer que ces personnes qui sont radiées là sont coupables, moi j'estime que la radiation, même ça devient en ce moment-là une sanction minimale. Vous ne pouvez pas avoir tiré sur des civils. Il y a eu des morts pendant la mutinerie. Avoir violé dans un orphelinat, avoir pillé des populations civiles et qu'on vous radie tout simplement de votre fonction. Pour moi, je trouve que ce serait la sanction minimale. Mais pour donner à quelqu'un la sanction qu'elle mérite, il faut l'avoir jugée dans les règles de l'art, l'avoir entendu, lui donner la possibilité de se défendre et que vous le confrontez avec d'autres personnes. C'est ce qui a manqué. En ce moment, ça devient une injustice qu'on crée parce qu'effectivement, on met dans le même panier des gens qui sont coupables, potentiellement coupables, et des gens qui n'avaient rien à voir avec cette affaire. Donc, ils sont à la limite doublement victimes. Surtout que certaines indiscrétions disent que certains coupables ont regagné systématiquement les rangs de l'armée parce qu'ils avaient... voilà. Oui, voilà. Selon certains témoignages, en tout cas des proches des militaires haut placés qui ont participé donc à cette mutinerie sont toujours dans les rangs de l'armée. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on veut défendre ces militaires, on veut tout simplement dire que la procédure n'a pas été suivie. Parce que pour radier quelqu'un de l'armée, il y a tout d'abord un conseil de discipline qui doit se tenir. Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait un jugement pour qu'on puisse radier quelqu'un de l'armée. Et la fois passée au tribunal pour le procès de Madi Ouedraogo et autres, il y a un avocat qui a témoigné là-bas, Maître Yen, qui a dit qu'en 2011, lui, il a défendu des ex-RSP qui ont été radiés, mais il se trouve que ces gens ont reçu des ordres de la hiérarchie d'aller suivre ceux qui sont en train de faire des tirs, faire semblant de tirer, mais prendre les noms. Donc, et pourtant, dans le milieu de l'armée, on dit que bon, quand l'ordre vient d'en haut, il faut le respecter. Et ils ont suivi ces gens, ils ont pris des noms, mais il se trouve qu'au niveau de la sanction, eux-mêmes, ils ont été radiés, mais lors du procès, ils ont été acquittés. Mais jusqu'à présent, je trouve que quand quelqu'un est acquitté, normalement, on doit le rétablir dans ses droits. Ils doivent être réintégrés dans l'armée, mais ils sont toujours dans la rue. Donc, il faut quand même que ces gens on puisse rétablir ces gens dans leurs droits. Oui, Arnaud. Osez brosse une partie de ce que je voulais dire. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu jugement dans le dossier des mutineries de 2011. Ce n'est pas des gens qui ont été radiés comme cela. Il y a eu un procès. Je faisais le rapport tout de suite avec le procès des ex-RSP
pour des gens qui ont fait pire. Ça, c'était un procès. Et pour Madi Ouedraogo et ses compagnons, ça, c'était un projet tué dans l'œuf. Ils ont écopé de 15 ans. Des gens ont agi, ont pillé, tué, violé. Mais écope d'une simple radiation. Je ne sais pas si simple ça convient, mais je dis simple radiation. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on puisse dire un tel, il a été réellement mutin et lui, non. Donc, réintégrons-le. Et c'est tout le mérite qu'a le Haut Conseil aujourd'hui de connaître de ce dossier pour pouvoir rétablir les faits. Et c'est pourquoi je dis que voilà, le Haut Conseil, c'est vrai que Osé l'a rappelé, c'est dans le cadre de ses activités, mais c'est à louer. D'accord. Oui, très rapidement. Maintenant, je m'interroge un peu sur les compétences du HCROUN. J'imagine qu'ils vont les écouter et puis peut-être formuler des recommandations. Et puis ça risque d'en rester là. Il appartiendra aux plus hautes autorités de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est à titre consultatif. Voilà, donc c'est justement des propositions, en tout cas, que le HCROUN va faire. C'est au gouvernement de prendre des décisions quant à la réintégration ou pas donc de ces militaires. On va rester toujours dans le domaine militaire. L'actualité a été marquée par le départ de 140 gendarmes pour le Darfour. Alors ce départ a été critiqué dans la presse et dans l'opinion nationale de façon générale. Beaucoup de personnes pensent qu'au regard de la situation actuelle du Burkina Faso, on ne devrait pas continuer à envoyer des militaires burkinabés pour sécuriser d'autres pays, alors que nous-mêmes, nous sommes confrontés à la dure réalité des actes terroristes. Alors, est-ce que vous partagez l'analyse de ces personnes? Osez. Oui, il faut dire que depuis 2016, le Burkina est confronté à des frappes djihadistes. C'est vrai, le départ, l'envoi des militaires, des gendarmes dans les missions onusiennes, c'est la contribution du Burkina Faso pour la paix dans les différents pays. Mais il se trouve qu'actuellement, le Burkina Faso est en guerre, entre guillemets, en guerre asymétrique contre le terrorisme. Et il se trouve qu'au niveau du Sahel burkinabé, il y a un problème de maillage sécurité de notre territoire, surtout des frontières avec le Mali. Donc, c'est vrai, lorsque nos militaires vont au niveau des missions onusiennes, c'est vrai, ça contribue quand même à la diplomatie, au rayonnement de la diplomatie burkinabé. Ça contribue aussi à quand même donner un peu d'argent, même si les gens ne veulent pas qu'on en parle. C'est pas pour rien, les gens se battent pour aller au niveau des missions onusiennes. Mais si c'est pour aller au nord, les gens hésitent à partir. C'est quand même, ça coûte de l'argent. Voilà. Ça contribue quand même à donner un peu d'argent à ces personnes pour qu'ils puissent faire les réalisations. Mais voici qu'il y a la réalité en face. Le Burkina Faso a besoin vraiment de faire un maillage sécuritaire du nord, du Sahel burkinabé. Il est vraiment intéressant que nous puissions diminuer notre participation aux missions onusiennes, parce que si vous avez suivi, en temps, le président même Kaboré avait émis l'idée de retirer certains militaires, certaines missions burkinabés à l'étranger pour les ramener et les envoyer au Sahel burkinabé. Donc quand même, je comprends l'inquiétude des Burkinabés parce que nous-mêmes nous sommes en guerre et nous avons besoin de sécuriser notre pays. Ok, alors on va donner la parole d'abord à Arnaud. Vous partagez l'avis de Lansana qui comprend donc les critiques qui sont formulées. C'est des critiques pour le moins fondées. Parce que quand vous regardez la situation actuelle, la situation sécuritaire du Burkina, pour un néophyte, il est difficile de comprendre pourquoi, pendant que nous donnons l'impression de ne pas pouvoir faire face au péril terroriste, nous envoyons nos forces de défense à l'étranger pour soutenir d'autres pays. Donc c'est peut-être par manque d'information, parce qu'on ne comprend pas la situation, mais toujours est-il que ces critiques sont légitimes. Mais ce que je veux dire, qu'il y a quelque temps, le président de la République avait émis l'idée de battre le rappel de certains de nos troupes pour justement sécuriser davantage notre pays. Mais il se susure qu'au sein de l'armée, cette idée est mal vue. Je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais ça pourrait être une explication de ce nouveau contingent qui s'en va au Darfour.
Voilà, et il faut rappeler que c'est pour remplacer un autre en fait, c'est pas pour renforcer. Donc, mais dans l'explication de la hiérarchie militaire, on dit que c'est des engagements que le Burkina a pris depuis 2009 exactement. et que ces engagements doivent être respectés. Non, je ne pense pas qu'il puisse y exister des engagements sur lesquels on ne peut pas revenir. Ça a été pris dans un contexte donné. Là, on est dans un autre contexte. De la même manière que ces engagements avaient été pris, aujourd'hui, on peut revenir dessus. Un autre aspect aussi, est-ce que le gouvernement burkinabé, en demandant le rappel de ces troupes-là, ne veut pas les mettre aussi sous mandat onusien dans le Sahel burkinabé? Oui, je pense que c'est le cas. Ça ne serait pas en fait spécialement dans le, dans le Sahel, mais c'est de les rapprocher des frontières du Burkina, mais étant et là-dessus, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Il faut une procédure, il faut des discussions, il faut, voilà. Il y a tout un mécanisme qui doit être mis en place jusqu'à l'ONU là-bas. Bon, donc, les critiques sont légitimes, mais je pense que dans ce sens, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Mais les 140 gendarmes qui vont au Darfour, je ne pense pas que ce soit décidé il y a quelques semaines. Hein. C'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Donc c'est difficile de changer ça du jour au lendemain. Mais je pense qu'on gagnerait effectivement à ramener nos troupes. Je ne sais pas par quel mécanisme on en a besoin ici. Oui. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit justifié. C'est vrai que d'un point de vue assez simple, on croirait que le Burkina Faso gagnerait à faire revenir ses troupes ici. Mais moi, personnellement, je pense que le Burkina Faso à lui seul ne peut pas combattre le terrorisme au Burkina Faso. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Aucun pays au monde ne peut vaincre cette nébuleuse-là. Même les pays qui combattent au Mali, il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a la France également, qui est victime de terrorisme. Pourquoi la France continue d'envoyer des troupes au Mali, alors que la France a aussi besoin de militaires sur son sol pour combattre le terrorisme? À nous seuls, on ne peut pas combattre cette nébuleuse. C'est beaucoup plus intéressant, c'est plus intéressant pour nous de voir comment conjuguer nos efforts avec les autres. Autant nous allons au Mali, autant le Mali pourra venir au Burkina Faso pour faire un renfort de certaines situations désastreuses qui pourraient arriver au Faso. Sans compter un élément important aussi, le Burkina à lui seul ne peut pas vivre. Sur l'échiquier international, il faut bien qu'on donne une certaine image de nous. Il faut qu'on continue de collaborer avec les autres. Ok, d'accord. Donc, Woba, personnellement, je suis en train d'être ballotté ou balancé par le gouvernement. Je me rappelle avoir dit sur ce plateau que j'étais contre la décision, la volonté de rappeler nos troupes. Pour deux raisons. La première raison, c'est que nous y sommes par solidarité africaine. Je ne peux pas admettre qu'au Burkina, on pense pouvoir vivre dans un îlot de paix pendant qu'au Mali, ça ne va pas. Je pense que ce serait utopique. Donc, s'il y a des problèmes au Mali, si nous pouvons concourir à résoudre ces problèmes-là, c'est un devoir que nos forces y soient. Donc, ils y étaient par nécessité et il n'y a pas de raison qu'on les rappelle alors que le problème n'est pas résolu. Deuxième raison, parce que en rappelant nos troupes, même en multipliant nos troupes par 2, ça ne veut pas dire qu'on est sûr à 100% d'arriver à bout du terrorisme. Ce n'est pas seulement une question d'effectifs. Ça demande bien plus que ça. Et qu'est-ce que le Burkina ferait si effectivement on rappelait toutes nos troupes, que nos troupes venaient sur le sol burkinabé et que malgré ça, nous continuons d'être victimes de ces frappes-là? On aurait même tendance à appeler à la solidarité africaine, à appeler d'autres troupes à la rescousse. Comment est-ce qu'un pays qui a rappelé ses troupes peut du jour au lendemain demander le soutien d'autres frères africains? Ce ne serait pas logique. Donc, de mon point de vue, pour ces deux raisons, on n'a pas à rappeler nos troupes. Mais j'ai entendu beaucoup de thèses contraires, comme quoi non, nous-mêmes nous sommes en guerre, on ne peut pas laisser nos troupes, les situations changer. J'ai fini par admettre cette politique-là, cette volonté-là, sans être convaincu. Et pendant que justement, je ne suis pas arrivé à me décider, c'est le gouvernement qui emprunte la voie contraire. Vous qui voulez rappeler vos troupes, vous en envoyez encore. Mais là, je suis perdu. Et moi, je dis, cette décision, elle est critiquable vis-à-vis de la position antérieure du gouvernement. On ne peut pas vouloir rappeler des troupes pendant qu'on en envoie d'autres. Et on dit que ceux-là, ils partent parce que c'est un engagement qui avait été déjà signé depuis je ne sais quand. Mais ceux qui sont au Mali, ils sont sous la barre d'un engagement. C'est un engagement qu'on avait pris en envoyant les troupes au Mali. Et c'est cet engagement que nous sommes en train de réviser pour pouvoir rappeler ces troupes. Quoique ce n'est pas pour venir s'asseoir à Ouagadougou, mais pour être à la frontière entre le Burkina et le Mali. Mais c'est une révision de ces engagements. Pourquoi on ne peut pas réviser cet engagement qui doit envoyer 140 gendarmes? Et je vous dis, les gendarmes, c'est aussi des militaires.
Un gendarme, c'est un militaire. Donc 140 gendarmes peuvent bien apporter quelque chose de significatif à la sécurité du Burkina. Donc si on estime que nous ne sommes pas en sécurité et qu'il faut rappeler d'autres troupes, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on en envoie. Autrement, ma position initiale, c'était qu'effectivement, il faut laisser nos troupes là où elles sont. Et avec les forces internes, on peut essayer de faire face à ce terrorisme. Si on n'y arrive pas, c'est par solidarité africaine que nous allons arriver à bout. Et ce Sahel-là, je le dis et je le répète, il n'appartient pas au Burkina, il n'appartient pas au Mali, pas au Niger, pas à la Mauritanie. C'est pour tous ces pays-là, effectivement, qui partagent ce Sahel-là. Donc c'est ensemble qu'il faut déployer des troupes on dans le Sahel. On va permettre à Lassane oser de réagir très rapidement. Je veux dire que réellement rapatrier les troupes, ce n'est pas la solution. Mais je dis, et je le répète, il serait vraiment bien pour le gouvernement de planifier le départ de nos troupes et peut-être de limiter. Par exemple, quand vous prenez le Mali, nous avons 2 bataillons, plus de 1700 militaires, oui, voilà, 1740 militaires. Oui, bon, je pense que c'est le Burkina qui a le plus grand contingent. C'est vrai, c'est un pays voisin, il faut participer à la solidarité pour la recherche de la paix. Mais j'estime que tout en vraiment faisant cela, si nous pouvons un peu, ne pas arrêter, mais un peu jauger et limiter l'envoi de nos troupes à outrance dans les pays en guerre. D'accord, oui, très rapidement, Arnaud. Je disais bien, pour l'œil du profane, c'est difficile de ne pas critiquer cette décision d'envoyer encore notre zone. C'est une réalité. Voilà. Vrai. Maintenant, vous parlez de 1740 militaires burkinabés au Mali. Le terrorisme qui frappe le Burkina, ça part du Mali. Et résoudre ce problème-là au Burkina, ça passe par résoudre ce problème-là au Mali. Donc, c'est transversal, c'est transnational en fait. Donc, ce qui fait qu'il faut, et je pense que c'est la vision du gouvernement, redessiner cette collaboration-là. Il est question, je pense, de rapprocher nos hommes-là vers nos frontières pour faciliter les interventions. Et pour revenir aux 140 gendarmes qui vont au Darfour, ce n'est pas 140 en plus là-bas. Non, c'est un bataillon qui va remplacer un autre. Ça veut dire, je ne sais pas combien qui rentrent, mais ça doit être à peu près le même nombre. C'est le même nombre, oui. Voilà, qui rentrent. Donc, grosso modo, sur le plan effectif, je ne pense pas qu'il y aurait un changement sur le plan local. D'accord. Alors, on va rappeler très rapidement qu'on a vu cette semaine aussi des troupes militaires, des militaires qui ont été envoyés pour le nord du Burkina. C'est dans la polémique par rapport au départ de remplacer. Le gouvernement l'a fait dans une logique un peu de communication. Malheureusement, l'opinion, ça n'est pas saisi et puis c'est passé presque inaperçu. D'accord. En tout cas, c'est oui. Je vais juste ajouter qu'au-delà des départs de nos militaires pour la frontière dans le Sahel, il faut vraiment qu'il y ait une collaboration entre le Mali et le Burkina Faso. Parce que nous avons vu les attaques qui ont eu lieu au nord. Ces gens qui sont venus attaquer, ils sont repartis allègrement vraiment au Mali. Et il faut qu'il y ait vraiment un accord entre le Burkina Faso et le Mali, de telle sorte que lorsqu'on frappe au Burkina Faso, que nos forces puissent les poursuivre, ces messieurs, jusqu'à peut-être, s'il y a lieu, aller les frapper au Mali. Cela requiert quand même un certain nombre d'engagements, un certain nombre de signatures d'accords pour permettre aux 2 pays vraiment de collaborer et de franchir les frontières mutuelles pour lutter vraiment contre le... Je pense que la question a été abordée entre les 2 présidents d'ailleurs, suite à l'attaque de Nassombou. Le président malien était venu ici et avec le président Marc-Christian Kaboré, ils en ont discuté. Je pense que les 2 ministres... Ça fait beaucoup de tête à tête, mais sur le terrain, ça n'avance pas du tout. On espère qu'il y aura très vite un accord sur ce plan pour permettre effectivement à nos forces de poursuivre un territoire... malien ou nigérien, les forces qui viendraient à commettre des actes terroristes au Burkina Faso. On va poursuivre pour parler de toute autre chose, de sécurité toujours, mais cette fois-ci de sécurité routière. Un car de transport de voyageurs est entré en collision avec une épave d'un autre car abandonné suite à un incendie. Le bilan est lourd, 10 morts, 36 blessés. La question que beaucoup se posent sur cet accident, c'est le fait que pourquoi l'épave du car incendié n'a pas été enlevée assez rapidement alors que l'accident avait eu lieu depuis le 12 janvier, je pense, ou c'est décembre encore. Oui, Lassane.
Oui, je pense qu'il faut vraiment une politique au niveau du ministère du Transport, parce que il y a un manque de suivi vraiment de la circulation routière, surtout des véhicules qui sont gâtés. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'ISTIC, nous sommes partis en Côte d'Ivoire pour le voyage d'études. Et il y a eu un moment où notre véhicule était gâté, on a fait escale. En moins de 10 minutes, il y a un véhicule de la sécurité routière qui est venu pour déplacer notre véhicule et carrément envoyer très loin de la route. C'est pour éviter vraiment ce genre de choses. Et j'estime que lorsqu'il y a vraiment un accident de la route ou bien quand un véhicule est hors d'usage, il ne faut pas permettre à ces utilisateurs de les laisser, même à côté. Il faut l'envoyer même peut-être à plus de 1 km de la route parce qu'on n'en sait pas. Et au-delà de cette épave qui était sur la route, il faut dire qu'il faut que le gouvernement fasse un suivi de ces mesures qu'il a prises. Voilà, ces mesures, c'est quoi? C'est la limitation des vitesses à 90 km/h hors agglomération et 50 km/h en zone d'agglomération, de telle sorte qu'on puisse vraiment limiter les accidents. Vous voyez, lorsque les responsables des transports ont rencontré le ministre des Transports, si je ne me trompe pas, lors du lancement du suivi des mesures, ces transporteurs ont estimé que sur l'axe Bobo, il y avait trop de ralentisseurs. Oui. Ce qui veut dire qu'implicitement, ces gens même veulent faire la vitesse. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on veuille limiter la vitesse et des gens estiment qu'on met trop de ralentisseurs. Puisque l'objectif du ralentisseur, c'est d'éviter la vitesse. Au-delà de ça, il y a aussi Mais lorsqu'il y en a trop aussi, on ne peut pas rouler entre... Qu'est-ce que vous entendez pas trop? Non, mais même quand tu roules à 50 à l'heure, s'il y a un ralentisseur, tu es obligé de répartir des euros. Et s'il y en a 172, comme ils l'ont dit, on part quasiment à pas de tortue. Je pense que quand il y a quelque chose, chacun tire la couverture vers soi. Pour moi, il n'y a pas excès de... Peut-être les autres vont apprécier, mais s'il y a lieu vraiment de mettre des ralentisseurs pour permettre aux gens de ne plus faire la vitesse, parce que si les gens sont arrivés à mettre les ralentisseurs, c'est parce qu'ils ont observé que les gens ne respectent pas la vitesse limitée malgré les mesures prises. Donc, c'est une option pour le gouvernement de les forcer à respecter ces mesures. Ok, Samuel. Oui, en fait, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ces chiffres qui disent très clairement qu'en matière de circulation routière, l'homme est à l'origine de plus de la moitié des accidents. L'homme est le principal auteur de ces accidents-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour combattre l'incivisme? En fait, c'est véritablement là que se situe le problème. Avant de revenir au cas précis de Kari où il y a eu l'accident, je fais le constat avec certains que malheureusement, il y a comme une gangrène qui empêche de lutter contre l'incivisme en circulation routière. Même les policiers le disent. Enfin, pas tous, mais certains l'ont dit. Vous attrapez quelqu'un qui a commis une faute, défaut de permis de conduire, soit dit en passant. Les textes disent quoi? Défaut de permis de conduire, c'est juste un emprisonnement de 15 jours à 6 mois, non, je crois, avec des peines qui dépassent à peine 200 000 francs CFA. C'est pas cher payé, je trouve. Je reviens à l'exemple. Les policiers qui disent clairement, certains, que vous mettez la main sur un indélicat. Le temps d'arriver au commissariat, il y a un de la hiérarchie qui vous appelle pour dire, écoute, il faut libérer ce type-là. 1, 2, 3 fois ça arrive, tu finis par faire quoi, toi aussi? Mais tu laisses passer. Il y a ce gros problème qu'il faut d'abord travailler à régler, sinon on ne pourra jamais, au grand jamais, en finir avec ces accidents de la circulation. Pour revenir au cas précis de Kari, moi je dis, le premier responsable, doit être dans le sérail de la sécurité de la zone. Il y a eu accident, je suppose qu'il y a eu constat au moins. Vous avez fait le constat, qu'est-ce que vous attendez pour débarrasser la chaussée? D'attendre jusqu'à ce qu'il y ait accident avec 10 morts, il faut bien constituer les responsabilités. D'accord, oui, Arnaud, très rapidement. Je pense avoir suivi sur les antennes justement de la RTB un gendarme dire que la compagnie responsable, propriétaire de l'épave là, a été interpellée à plusieurs reprises afin qu'il puisse débarrasser la chaussée de cette épave, mais ça n'a pas été fait. Donc, si l'autorité l'a dit, ça veut dire que c'est de la responsabilité de cette compagnie. Je le prends au mot. Voilà. Mais, pour revenir à cette histoire de ralentisseurs sur la route, le premier responsable, comme Somna l'a dit, c'est l'être humain, c'est nous. Est-ce qu'on a besoin de mettre des ralentisseurs sur une route nationale pour dire aux gens que la vitesse est limitée
à 90 km/h ou bien à 110 km/h. Je ne pense pas. Si les gens sont bien éduqués, ça ne devrait pas être le cas. Et cela ramène à un autre débat, l'instauration de l'éducation civique. Il le faut. Il le faut. C'est vrai, il y a les auto-écoles pour former les gens qui aspirent à conduire. Mais il faut que dès le bas âge, on puisse inculquer ça à nos enfants. Vous voyez des parents qui ont leur enfant au dos, il arrive au feu rouge, il passe allègrement, mais le petit qu'il transporte là, il croit que c'est ce qui doit se faire. Il grandit comme ça. J'ai entendu un jeune homme plaisanter un jour que lui n'est pas étranger pour s'arrêter au feu rouge. Bon, on a beau dire ce qu'on veut, les premiers responsables, c'est nous, et il faut qu'on se discipline. Concernant les sociétés de transport, il y a le gain que l'on recherche, c'est vrai. On veut gagner en temps en allant vite pour pouvoir faire plusieurs allers-retours. Mais on est responsable de plusieurs vies, des centaines de vies. Donc il faut quand même, on n'a pas besoin, je pense, quand on est une société commerciale, une société de transport, avec une responsabilité sociale, on n'a pas besoin qu'on mette des ralentisseurs sur une route pour vous rappeler que vous avez la responsabilité des vies que vous transportez là. Je ne pense pas. D'accord, oui. Woba. C'est très dommage cet accident qu'on aurait pu véritablement éviter. En tout cas, si vous vivez dans ce pays-là, le Burkina, si vous n'avez pas un mental de Burkinabé, vous allez forcément désespérer. Parce que tout ce qu'on dit, c'est des choses que... c'est tout ça qui donne l'impression que le pays n'avance pas. On parle tous les jours des mêmes sujets, des mêmes problématiques. Or, on a des problèmes, on a les diagnostics et on n'arrive pas à poser des solutions. C'est inadmissible qu'on continue d'avoir des accidents de la sorte qui relèvent, j'allais dire, exclusivement à 100% de l'erreur humaine. Si les autorités policières et autres pensent que c'est de la responsabilité du propriétaire du véhicule de venir le dégager, je ne le pense pas ainsi. Peut-être de venir prendre l'épave, amener dans un garage pour d'autres usages, mais en tout cas, dégager le véhicule de la chaussée, on ne peut pas laisser ça au bon vouloir de la compagnie. C'est inadmissible. Ça doit se faire de façon instantanée, parce que rien ne doit effectivement poser entrave à la circulation. C'est inadmissible que l'épave soit restée là pendant au moins plus d'une semaine et qu'aucune autorité n'ait pu dégager cette épave-là. Et il y a problème. Concernant la vitesse, je pense que si on veut être rigoureux, ce n'est même pas la question de la vitesse seulement. Il y a des véhicules qui circulent allègrement dans ce pays-là, qui, si on applique des textes, ne doivent même pas être autorisés à rouler à 40 à l'heure. Parce que l'état du véhicule ne leur permet pas de rouler. Ce n'est pas possible. Mais ces véhicules-là passent à des postes de contrôle, de police, de gendarmerie. On prend les papiers, on regarde, on dit, allez, vous pouvez continuer. Ils ne peuvent pas continuer. Des véhicules doivent être amenés en fourrière tout simplement. Stationnement total. Mais si ces véhicules-là roulent, je vous dis, peu importe la vitesse à laquelle ces véhicules vont aller, un jour ou l'autre, c'est un accident. Ici, nous avons affaire à deux affaires. Le véhicule, le premier accident, ou disons l'incident, puisqu'il semble que le véhicule a pris feu. Oui. Quel est le diagnostic? Pourquoi un véhicule qui, normalement en circulation, va prendre feu? Il y a problème. Est-ce que ce véhicule a été inspecté, examiné? Qu'est-ce que CCVA a dit pour que ce véhicule-là puisse prendre feu aussi facilement comme ça en circulation? Et donc, qui est resté là et qui cause un autre accident. Et sur ce axe-là, on ne compte plus les accidents. Donc, c'est ça que je disais. Nous sommes tout le temps en train de parler des mêmes choses. Et moi, ça me désespère. D'accord. En tout cas, des mesures, on est pris par le temps, oui, très rapidement. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que Arnaud a dit, c'est-à-dire d'introduire l'instruction civique à l'école. Je trouve que c'est une mesure à long terme. Et actuellement, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter l'incivisme? Moi, je trouve qu'il faut sévir. Il faut sévir. Et lorsqu'on arrête quelqu'un qui est en infraction, que les autorités politiques arrêtent de mettre leurs mains, d'appeler vraiment les responsables de la police pour qu'on les libère. Il faut que chacun soit responsable vraiment de la sécurité au Burkina Faso. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. On va parler très rapidement de la conférence de presse du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA. Alors, cette conférence s'est tenue au cours de la semaine et le responsable de ce syndicat a déploré l'attitude du gouvernement qui, selon lui, depuis la fin de la grève de 72 heures, le 24 novembre dernier, n'a pas encore rencontré le syndicat pour essayer de trouver une solution à la plateforme revendicative donc, du SYNCHA. Alors, vous avez suivi cette conférence de presse, Ouba.
Alors, votre avis sur... C'est très grave et je ne veux pas dire plus de 2 mots. J'ai dit tous les jours nous parlons des mêmes sujets et le pays n'avance pas. Il faut qu'on passe à autre chose. Depuis novembre, des gens qui étaient en grève et qui sont amenés à suspendre leur mode de grève et qui n'ont pas été rencontrés par leurs responsables. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Si demain ils vont en grève avec sans service minimum, on va sortir encore crier au scandale. Oui. Non, enfin, je dirais la même chose que vous, quand même, il y a véritablement un problème dans ce pays. Le ministre de la Santé, quand même, ne va pas dire que le problème de la CAMEC l'absorbe jusqu'à ce point. La CAMEC, il ne s'en occupe même pas. Donc, au moins, ne serait-ce que faire l'effort, faire l'effort de les rencontrer et de poser clairement le problème. Voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on ne peut pas faire. Au moins, ça rentre dans le cadre de l'apaisement du climat social, je dis. D'accord, oui. Oui, moi je pense qu'au Burkina Faso, on a l'habitude d'esquisser les problèmes au lieu de les résoudre. Il faut affronter les problèmes. Et je pense que gouverner, c'est prévoir. Je pense que depuis la grève, la grève sans service minimum, de 48 heures après 72 heures, je pense que les responsables du ministère devaient rencontrer vraiment le SYNCHA pour faire un dialogue franc. Je dis franc et sincère, parce que même les syndicats, ils sont aussi des fils de ce pays et ils savent que les limites n'en est pas dépassées. Lorsque le gouvernement rencontre réellement le syndicat, pour leur dire, avec un dialogue franc, pour leur dire, voici ce qu'on peut faire pour vous, voici ce qu'on ne peut pas faire, voici. Et si le dialogue est vraiment franc, si le syndicat se rend compte que vraiment le gouvernement dit vraiment la vérité et que vraiment il y a sincérité, ils peuvent. Nous avons vu des syndicats qui ont lancé des mots d'ordre et qui ont suspendu pour question de patriotisme. Mais au-delà de ça, nous voyons qu'au lieu d'affronter le problème, beaucoup de ministres cherchent à monter l'opinion publique contre ces syndicats au lieu d'affronter vraiment et de rencontrer les syndicats pour discuter sincèrement. D'accord, oui, Arnaud. Moi, j'ai été très étonné d'entendre le responsable du syndicat quand il a dit que jusque-là, il n'y a pas eu de rencontre avec les autorités, alors qu'en pleine grève, le ministre a toujours prôné que la communication n'a jamais été rompue entre son département et les syndicats. Et récemment encore, je pense que l'Union d'action syndicale, qui est la fêtière de ces organisations-là, était aux côtés du Premier ministre, du patronat, pour applaudir et dire en chœur leur soutien à notre PNDS national. Mais si l'Union d'action syndicale dit accompagner le PNDS, ça veut dire que c'est tout ce qui va avec. Je ne peux pas comprendre qu'à l'intérieur de l'UAS, le SYNCHA ait été mis de côté. Donc, il va falloir que le ministère de la Santé réagisse et connaisse de cette plateforme-là. Parce qu'il y va de la santé des Burkinabés qui se soignent au Burkina, qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, aller à l'étranger. Donc, si ce n'est pas le cas, je pense que de la même manière que la population a condamné le SYNCHA pour sa grève sans un service minimum, de cette même manière, la population peut soutenir le SYNCHA et ce n'est pas pour le bien de nos gouvernants. Il va falloir qu'ils prennent nos problèmes au sérieux parce que c'est nous, Burkinabés lambda, que nous soyons ici et on a besoin que nos personnels soignants là aient le minimum pour pouvoir s'occuper des Burkinabés qui se soignent au Burkina. D'accord. On ne va pas trop épiloguer sur cette question. On va évoluer parce qu'on est pris par le temps. On va parler de la Gambie très rapidement. Alors, Yaya Jammeh a fini par quitter le pouvoir et même la Gambie sous la pression de la CEDEAO. Est-ce que vous pensiez un instant que l'homme fort de Banjul allait céder très rapidement après avoir décrété l'état d'urgence, Arnaud? Nous, à l'Observateur, on l'a écrit à plusieurs reprises. Ce type, il est imprévisible. Depuis la reconnaissance des résultats jusqu'au volte-face, en passant par son dernier acte, le départ, au cours d'une cérémonie officielle, il part en tant que président avec les honneurs, alors que c'est par la petite porte qu'il sort. On ne devrait pas s'étonner de ce qui vient de Yaya Jammeh. Et moi, je vous dis que c'est possible que dans les prochains jours, Yaya Jammeh, de son exil, demande à revenir en Gambie pour prendre le pouvoir, même si ce n'est plus possible. Donc, voilà quelqu'un qui sort vraiment de l'ordinaire de tout ce que l'Afrique a connu, comme bon, comme mauvais président. Yaya Jammeh, il est particulier parce qu'il se dit marabout, il se dit... C'est vraiment un personnage, au-delà même de l'ubu qu'il représente, c'est même un personnage burlesque.
Et moi, personnellement, je ne me suis pas étonné du départ de Yaya Jammeh parce que voilà, il est comme sur une scène théâtrale où voilà, il se donne des rôles selon ses humeurs. Précis. Voilà. D'accord. Alors, on va parler très rapidement. Oui, peut-être. Oui, très rapidement, je dis que Yaya Jammeh n'avait pas le choix, il fallait qu'il parte. C'est vrai que j'aime bien la caricature de Arnaud. Yaya Jammeh avec tous les personnages qu'on connaît de lui, mais il n'avait pas le choix parce que là, il était véritablement coincé. La Gambie, la petite Gambie prise en sandwich par le Sénégal, avec une armée qui ne se défend pas du tout convenablement face à la communauté internationale, avec un président pratiquement désavoué sur le plan national, il y avait véritablement à choisir entre la mort et la vie. D'accord. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé donc, de l'action de la CEDEAO sur ce dossier précis? Osez. Oui, il faut dire que la CEDEAO, ces derniers temps, fait des efforts pour résoudre un certain nombre de crises, même si parfois ces résolutions sont liées au leadership des présidents, parfois qui doivent intervenir, et parfois même aussi à des conflits d'intérêts. Parce qu'on a vu le coup d'État au Mali où vraiment Alassane Ouattara a pris le bâton de commandement et Sanogo a cédé. Nous avons vu pour le cas de Jammeh où vraiment Macky Sall a pris ses responsabilités pour contraindre vraiment Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Mais on a vu aussi au Burkina Faso avec Macky Sall qui est venu faire la complaisance avec les putschistes. Voilà. Donc il faut dire que parfois les actions de la CEDEAO sont critiquables. Mais je dis au-delà de ça, moi j'avais toujours dit le déploiement des militaires en Gambie, pour moi, avait un but surtout dissuasif. Parce que pour moi, il ne fallait surtout pas qu'il y ait un coup de feu en Gambie. Parce qu'on sait quand commence la guerre, mais on ne sait pas quand ça se termine. On a vu des pays aussi en Côte d'Ivoire, en Libye. Après la guerre, il y a toujours le chaos qui est là. Et la sous-région, là, il y a les djihadistes qui sont là, qui peuvent infiltrer et puis créer le désordre. Voilà, Adama Barrow aura peut-être 2 ans ou 1 année pour rétablir l'ordre avant de. Donc, j'ai estimé que, en tout cas, j'ai salué cette sortie de crise qui, de façon pacifique, qui est en train de se faire. D'accord. Woba, pour terminer. Déjà sur le personnage, je pense qu'on n'analyse pas Yaya Jammeh avec des coups de droit pour. Ça ne tient pas parce qu'il ne rentre dans aucun canal. C'est l'homme tel que vous l'avez vu. Aujourd'hui, il est comme ci, demain, il est comme ça. Je pense que ce qui est important, justement, qu'il faut regarder, c'est cette intervention de la CEDEAO qui est diversement appréciée. Je pense, à mon humble avis, qu'il fallait faire partie Yaya Jammeh, coûte que coûte, mais il était important d'éviter la guerre. Si on a pu éviter la guerre, c'est tant mieux. Parce que s'il y a guerre, je pense que les Gambiens allaient être certainement ceux qui allaient aussi en payer le lourd trouvé. Si aujourd'hui il est parti, tant mieux, il faut s'en féliciter. Et il faut retenir le fait que normalement, ça doit être une jurisprudence. Il est inadmissible que demain la CEDEAO s'asseye, ou même la CEMAC, il faut que les autres communautés s'y mettent. Parce que je pense à quelqu'un comme Ali Bongo, qui a organisé des élections, qui ne les a pas gagnées, puisque la CAN nous donne l'occasion de remarquer qu'il n'a pas gagné. Même quand l'équipe nationale du Gabon joue, il n'arrive pas à remplir la moitié du stade. Ce n'est pas un président qui a été élu. Donc, des présidents comme ceux-là, il faut trouver les moyens de les faire partir. D'accord. On est pris par le temps, malheureusement. On ne peut plus parler donc, de sujets sur la Gambie. Alors, pour les États-Unis, on n'a pratiquement pas le temps, mais on va juste prendre 30 secondes pour chacun parce que les Étalons jouent ce soir. Alors, c'est le match décisif pour la qualification pour les quarts de finale. En 30 secondes pour chacun, est-ce que vous pensez que les Étalons ont une chance de se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN qui se joue effectivement au Gabon? Woba. Les Étalons ont plus qu'une chance. Parce que pour une des rares fois, nous avons notre destin en main. On ne nous demande pas autre chose que de gagner le match. On n'est pas dans une situation de calculette où on regarde, il faut que l'autre perde pour que nous, on gagne. Si le Burkina gagne ce soir-là, ça nous fera 5 points. Et 5 points, nous sommes qualifiés. Donc pour moi, ce n'est pas une chance. Nous avons le carton plein pour gagner. Et nous sommes face à une équipe qui, de mon point de vue, c'est vrai, le Burkina ne doit pas juger les équipes parce que chaque fois qu'on juge, en ce moment, on perd. Donc, il faut jouer la Guinée-Bissau. D'accord. Osez. Oui, je pense que les Étalons ont leur chance. C'est comme Oba l'a dit, il faut qu'on joue. La solution, c'est de jouer. Il faut éviter les calculs. Si telle équipe perd, nous faisons nul. Il faut éviter ça. Il faut jouer. Même si nous avons eu des blessés, Jonathan Petropa et son nom, Jonathan Django. Je pense que ceux qui sont restés là-bas peuvent vraiment relever le défi. Et je pense que le Burkina Faso les Étalons ont leur chance pour cette qualification. Arnaud. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Vous croyez qu'on peut battre la Guinée-Bissau?
bien sûr qu'on peut battre la Guinée. On peut battre n'importe quelle équipe à cette CAN. Il suffit de bien se donner. Donc, pour une des rares fois, comme Woba le disait, voilà, la qualification est à notre portée, à portée de victoire. Il suffit juste de gagner. Mais c'est pas facile de gagner. Non, ce n'est pas difficile de gagner. Il faut bien jouer. Ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas difficile de gagner. À partir du moment où je ne suis pas un connaisseur de football, mais la Gambie, enfin la Guinée-Bissau, quand même, c'est pas un pays de football à ma connaissance. Oui, c'est leur première participation. C'est leur première participation à la CAN. D'accord. Et donc il faut que les talents travaillent à mériter leur titre de vice-champion 2013. D'accord. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous sommes malheureusement pris par le temps et on est au terme de cette émission. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Boukari Woba du bimensuel Mutation, Samuel Somda du journal en ligne lefaso.net, Arnaud Mohamed Ouedraogo de l'Observateur Palga et Osé Lassane Ouedraogo de Sidoya. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.